Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur Canal 2. Il est 20h à Yaoundé. Voici les titres de l'actualité. La colère populaire tourne au tram à Penka-Michel. 2 présumés voleurs ont été lynchés par une foule excédée. Un fait divers tragique qui remet au centre du débat la question de l'insécurité et les dérives de la justice populaire. À Yaoundé, l'affaire Martinez-Ozogo continue de révéler ses secrets. Le rapport d'expertise numérique éclaire le rôle de plusieurs acteurs dans l'opération ayant conduit à la mort du journaliste, mais laisse subsister de nombreuses zones d'ombre. Qui a réellement commandité le crime? Pourquoi certaines pièces manquent-elles encore au puzzle judiciaire? C'est le grand reportage de la semaine. Et puis une éclaircie dans l'actualité. À Rome, un Camerounais fait courir tout un peuple derrière son exploit. Emmanuel Essémé franchit la mythique barrière des 10 secondes sur 100 mètres et devient l'homme le plus rapide de l'histoire du Cameroun. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La nuit a viré au tram à Baloum dans l'arrondissement de Penka-Michel, région de l'Ouest. 2 jeunes hommes présentés par les habitants comme des présumés auteurs de plusieurs vols dans la localité ont été appréhendés alors qu'ils tentaient d'emporter des tôles. Pris en chasse puis rattrapés, ils ont été lynchés par une foule en colère. Ce fait divers tragique relance le débat sur la recrudescence de l'insécurité et les dérives de la justice populaire dans plusieurs localités du pays. Eric Matane. 2 présumés malfrats ont trouvé la mort sous les coups de la population dans le groupement Baloum, une localité située dans l'arrondissement de Penka-Michel. Selon les informations recueillies auprès des habitants, les 2 individus, originaires du village, étaient régulièrement accusés de s'aimer la terreur au sein de plusieurs quartiers de la localité. D'après les témoignages, ils auraient été surpris dans la nuit de vendredi à samedi en pleine tentative de vol de tôle. Hey, Baloum! Baloum! Voilà un bandit qu'on a brûlé comme ça à Baloum. Il a volé les tôles. Donc voilà, le bandit. Les gars n'ont pas donné le lait. Ils ont allumé le feu seulement. Cette situation a provoqué la colère des riverains. Déjà exaspérés par la recrudescence des actes de vol signalés ces derniers mois dans le groupement. Après plusieurs alertes et plaintes liées à l'insécurité grandissante, les populations, à bout de patience, ont réagi avec violence. Depuis quelque temps, les habitants dénoncent une montée inquiétante de l'insécurité dans le village. Face à ce phénomène récurrent et au sentiment d'impuissance qui s'installe, certains ont choisi de se faire justice eux-mêmes, conduisant à ce drame. Une enquête devrait permettre de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette affaire. Alors que le tram de Penka-Michel relance le débat sur les dérives de la justice populaire face à l'insécurité, les forces de l'ordre rappellent que la lutte contre le grand banditisme relève de l'action judiciaire. La police judiciaire vient ainsi de démanteler un redoutable réseau de braqueurs qui sémait la terreur entre Douala, Yaoundé et Bertoua. Âgés de 35 à 52 ans, les suspects sont accusés de plusieurs opérations criminelles, dont un spectaculaire vol d'or dans une entreprise de commercialisation du précieux métal après une incursion au domicile de son directeur général. Leur mode opératoire décrit dans ce reportage de Roméo Tignan et Kizito Koumaï. C'est l'un des braquages les plus surréalistes que ce gang a opéré à Bertoua chez des opérateurs économiques et au moins une dizaine de personnalités à l'Est et dans le territoire national. À leur actif, des braquages chez l'ancien CED Jean-Baptiste Bokam, l'inspecteur Obama en service au CCRG, Djumfundi Yaoundé, sans compter Jean-Sylvain Vondo, directeur de la programmation des investissements publics au Minepat. Le dernier nom, en date, Yacoubou Moussa, directeur d'une structure de commercialisation de l'or appartenant à Hadj Aruna. Le gang aurait dévalisé 250 millions de francs CFA dans un coffre-fort et presque 30 kg d'or, évalué à plusieurs milliards de francs. Ils ont eu accès au lieu de la cachette du coffre-fort et sous la menace de leurs armes, ils ont contraint Yacoubou à débloquer le coffre-fort. Les villes de Yaoundé, Douala et Bertoua sont passées sous leur laser avant d'être rattrapées par la division de la police judiciaire de l'Est. Leur exploitation approfondie a permis, n'est-ce pas, de saisir 15 kg d'or, de 300 grammes de drogue, d'une somme en espèces de 121 millions de francs, 12 véhicules de luxe, 2 camions semi-remorques,
un duplex au niveau du quartier Odia Borne 10 que M. Atangana Jean-Félix, le chef de gang, avait acquis à hauteur d'une somme. Passe là, il descend pas. Non, pas on ne savait pas ce que c'est. Non, je n'ai pas dit que c'est. On ne savait pas ce qui se passe là. Nous, l'église n'a pas. La position n'a pas. C'est même que l'église d'abord. C'est quelle église? Et puis, ce coup de théâtre à Bonabéry, au milieu du chaos, ce tricycle attire l'attention. À son bord, 2 énormes sacs de chanvre indien, soit plus de 40 kilos de marchandises. Une saisie spectaculaire qui couronne une nuit de harcèlement. Au total, une centaine de motos et d'individus ont été interpellés en l'espace de quelques heures. Une démonstration de force indispensable pour que la peur change de camp et que les habitants de Douala retrouvent enfin la tranquillité. Et après la lutte contre l'insécurité, cap sur un autre défi, l'insalubrité. Dans plusieurs quartiers de Douala, les tas d'ordures s'accumulent au bord des routes, dans des marchés, parfois à proximité des habitations. Une situation qui suscite de l'inquiétude chez les populations confrontées quotidiennement aux nuisances et aux risques sanitaires liés à l'insalubrité. Carla Dipanda, Emmanuel Tibi. Des dépotoirs à ciel ouvert, des tas d'ordures qui se fraient un chemin sur la route, c'est le visage de plusieurs quartiers dans la ville de Douala. Un véritable calvaire pour les usagers. On a manqué les mots pour vous dire, parce que c'est déjà exagéré. Avec nous ici là au Carrefour, tous les jours avec la poubelle, Isaac vient aussi pour ramasser. Il n'arrive même pas à ramasser, il casse les choses de Kamwata. Un vide économique. Regardez vous-même comment ça ressemble. Ça ressemble à quoi, hein? L'autre jour, il y a eu un accident en bas là, à cause des ordures. Regardez la poubelle. Regardez la ville et toute la poubelle. Quand c'est comme ça, on dit que quoi? On va sanctionner qui comme ça en roule là. La situation perdure dans la métropole économique et face à ce phénomène, les riverains se sentent abandonnés à leur propre sort. Après les pelles, on a envoyé ça jusque là. Chaque jour, nous souffrons comme ça là. On ne sait pas comment ça sort du marché. On ne sait pas comment on doit faire. On doit vivre. Voilà ça, partout là. C'était jusqu'à là-bas, tu vois comment les voitures, il y a eu même au moins 5 accidents ici là ce matin. Nous sommes fatigués. Regardez une route qui était une belle avenue, une belle petite route comme ça là, qui donnait du lycée jusqu'à la nouvelle route là-bas. Les gens venaient passer. On ne peut plus passer ici. Maintenant, ce sont les accidents chaque jour. Parce que les gens cherchent, les usagers cherchent comment passer. 2 voitures ne peuvent plus traverser. L'autre objet de s'arrêter là-bas, soit il s'arrête ici là. Je vous en prie, pardon, venez nous en aide, enlevez-nous les histoires ici là. Alors que les appels à une meilleure gestion des déchets se multiplient, les populations espèrent une intervention rapide afin de redonner à Douala un cadre de vie plus sain et plus agréable. Après la lutte contre l'insécurité, cap sur un autre défi dans l'insalubrité et pour renforcer les capacités d'intervention des communes d'arrondissement, 70 camionnettes ont été remises aux collectivités locales de Yaoundé en appui du chef de l'État destiné à améliorer la collecte des déchets et l'assainissement du cadre de vie des populations. Delphine Fankoutene et Serge Alanziebou. Dans les rues de Yaoundé, les tas d'ordures font parfois partie du décor. Au détour d'un carrefour, à l'entrée d'un quartier ou le long d'une avenue, les déchets rappellent quotidiennement le défi de la salubrité urbaine. Mais ce matin, c'est une autre image qui s'offre au regard. 70 camionnettes flambant neuves, alignées comme des soldats prêts à entrer en mission. Leur destination, les 7 communes d'arrondissement de Yaoundé. Leur objectif, renforcer la collecte des déchets et rapprocher les services d'assainissement des populations. Nous avons maintenant les outils qui vont nous permettre de lutter efficacement contre ce fléau qui nous gênait un peu jusque-là. Nous en avons reçu 7. Nous allons subdiviser l'arrondissement en 7 équipes, en 7 secteurs. Ce qui fait que chaque camionnette aura un secteur à sillonner nuit et jour. Ce don du chef de l'État arrive comme une bouffée d'oxygène pour les collectivités territoriales décentralisées, souvent confrontées à l'insuffisance des moyens logistiques. À travers cet appui, le gouvernement entend donner davantage de capacités d'action aux communes dans la lutte contre l'insalubrité. Ce sont des équipements qui correspondent aux besoins. Il me reste donc à recommander aux élus locaux de savoir en faire un bon usage, notamment
en consacrant ces équipements à cette seule perspective. La deuxième chose est de considérer qu'ils doivent les maintenir en bon état de fonctionnement. Et la dernière chose est qu'ils doivent préparer des moyens pour leurs éventuelles réparations et même pour leur remplacement. Désormais, la balle est dans le camp des communes. Entretien, gestion rigoureuse et utilisation efficace de ces véhicules seront déterminants. Car la lutte contre l'insalubrité ne se gagne pas seulement avec des moyens matériels. Elle exige aussi de la discipline, de l'organisation et de l'engagement de tous. Retour à Douala, mais cette fois dans les marchés où l'assiette prend un sacré coup de vieux. Le poisson frais ou congelé, autrefois accessible, se négocie aujourd'hui à prix d'or au marché Sandaga. Du grossiste à l'assiette, en passant par les célèbres braiseuses qui avouent aujourd'hui vendre à perte. C'est toute la chaîne économique qui est paralysée. Cyril Kwakam et Emmanuel Tibuy. Le poisson a prix d'or au marché Sandaga. Un sac de bar 20 kg nous coûtait dans les 50 000 trop. Mais aujourd'hui, on se retrouve en train d'acheter un sac de bar 90 000, 100 000. Devant des clients qui râlent ou qui boutent, l'ambiance n'est plus à la fête pour ce grossiste qui inspecte ses congélateurs. Bon, les autres maquereaux, comme les maquereaux qui sont en Mauritanie, des autres pays, sont encore plus chers. Le kilo là-bas, c'est dans les 2000, 2100 francs. Quand le client entre, s'il trouve qu'il peut payer, il paye. S'il trouve qu'il ne peut pas, il demande si on peut lui faire un rabais. Si on a la possibilité de le faire, on le fait. Il achète son poisson et il part. Depuis plusieurs mois, des ménages déclarent subir de plein fouet l'inflation. Quand ils trouvent au marché, c'est cher. C'est pas facile chez tout le monde. Parce qu'avec 1000 femmes, on s'achetait du poisson et on trouvait notre camp. Si le poisson frais ou congelé devient, pour nos tables, un produit d'élite, à quelques mètres de là, Marie, célèbre braiseuse du poisson, n'arrive plus à attirer une clientèle. Le maquereau aujourd'hui, c'est tellement cher, c'est à partir de 2000, 2500, 3000 francs. Un peu difficile pour nous les braiseuses pour le moment, c'est difficile. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne peut pas laisser un plat de nourriture de 700 pour manger un poisson de 1000 francs. Demi-poisson encore plus. Sans régulation des prix aux subventions des acteurs clés, l'activité risque bien de s'éteindre définitivement pour de nombreux commerçants de la capitale économique. Au cœur de la session, je vous le disais en titre, qui vient de s'achever dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, le rapport d'expertise numérique a permis de dévoiler des pans de la vérité autour de la mort du journaliste, présenté au tribunal par l'expert qui a mené l'analyse sur les téléphones des accusés. Le dit rapport a révélé des contenus et interactions utiles à la manifestation de la vérité, mais des questions restent sans réponse, des doutes persistent, tout comme le flou autour de l'identité du commanditaire. C'est le grand reportage de la semaine que signe Janice Ronchon. Ce qu'on sait à l'issue de cette session des 1er et 2 juin, c'est que l'accusé Justin Danwé, ancien numéro 2 de la DGRE, a initié, coordonné et conduit l'opération qui a conduit à l'assassinat de Martinez Zogo. L'expert Georges Belbichoka l'affirme sans embâge. Il s'appuie sur une démonstration chronologique qui va de la recherche d'informations sur la cible, la demande de tracking, l'appartenance au groupe WhatsApp SOA au sein duquel les diligences opérationnelles ont été menées, des interactions messages, audio et vidéo avec certains de ses collaborateurs. Le faisceau d'indices a permis par exemple d'établir que le nommé Zao a fourni les éléments de positionnement de l'animateur radio, numéro de téléphone, lieu de service, émission et horaire de diffusion. Kebeng a fourni les photos. Ndimbarga était chargé de cartographier une zone qui correspond à la situation d'habitation de Martinez Zogo. Mamoudou, alias Guy Eji, devait fournir la fiche technique estampillée DGRE préalable au suivi de la cible. Des échanges audio et vidéo avec des membres du commando révèlent la filature et la fameuse vidéo de torture. Le rapport est un tournant décisif dans ce procès. Cet expert a fait un travail formidable, surtout un travail courageux. Nous avions tous dans l'idée qu'il avait dû connaître un vrai supplice, une agonie terrible. On ne pouvait pas l'imaginer. On pouvait juste fantasmer là-dessus de façon intellectuelle. Mais ce rapport nous donne la possibilité de savoir exactement
qu'est-ce que le supplicié a connu comme douleur, comme souffrance avant de rendre l'âme. Si le rapport d'expertise révèle ses complicités, il ne nous dit pas qui était le ou les commanditaires. Il ne dit pas non plus à qui Vincent Gaudier aurait envoyé la vidéo du supplicié. L'expert explique que le cloud Google ne gère pas les traces de transmission, donc il n'a pas pu établir ce lien. Autre question, quel était le contenu des consignes données au sein du groupe WhatsApp SOA, puisque seulement 18% de surface numérique des téléphones de l'accusé Amougou Belinga et 30% de ceux de l'accusé Eko ont été analysés. Que cachent les conversations supprimées, les téléphones formatés et ceux qui n'ont pas été exploités faute de réquisition? Pourquoi l'accusé Bruno Bidjan et le nommé Ebodé tenaient tant à infiltrer la commission d'enquête? Que cachait cette recherche effrénée de l'information autour de celui qu'ils appelaient le grand boss? L'expert a-t-il travaillé sous influence? Autant de zones d'ombre relevées. Danoué a peut-être été l'organisateur, le Deus Ex Machina, mais on sait aussi que, en raison de l'antériorité que révèlent de ces communications, on sait qu'il ne connaissait même pas visuellement Martinez Zogo. Donc on peut imaginer que ce n'est pas pour son propre compte qu'il a agi. Il a donc agi pour quelqu'un, pour un commanditaire, et malheureusement, l'enquête ne permet pas de le savoir. Alors que de notre point de vue, je pense qu'elle aurait pu utiliser ses moyens. En plus de cette expertise complémentaire, je demande une information complémentaire pour qu'on prenne ce qu'on n'a pas pris. Entre certitude et insuffisance, la cross-examination de l'expert est terminée. La prochaine session est prévue les 22 et 23 juin 2026. Elle sera consacrée à la réexamination du témoin par le commissaire du gouvernement qui l'a cité. Dans le cahier des grandes aires, nous vous amenons à Aïla, dans les profondeurs de la région du Sud Cameroun, à la rencontre des patriarches, de la voix des patriarches qui traversent des générations chez les Fambeti. C'est pour nous y conduire Ambroise Foguet, dans le Sud. Sous les dômes, les grands arbres du pays Fan, à l'ombre de la Balakaza Palabre, le temps semble ralentir. Les voix se croisent, les salutations se répondent, que la parole soit bonne. Puis le silence gagne peu à peu l'assemblée. Une formule s'élève, Ndabot, l'appel à la sagesse des anciens. Et soudain, chacun écoute. En toute chose, il faut fuir les extrêmes. Il faut donc avoir de l'âge, avoir vécu avec les aïeux. Je ne peux pas être patriarche. Ici, celui que l'on appelle patriarche n'est pas simplement le plus âgé. Il est celui dont la parole rassemble, celui dont la mémoire porte les traces du lignage. Donc quelqu'un qui, par ses actes, par ses actions qu'il pose, par son comportement, inspire donc le respect. Dans les familles, certains disent Mbendabot, il porte la famille. D'autres murmurent Midjale, il est celui qui apaise les cœurs. Cette autorité ne s'hérite pas automatiquement. Elle se construit dans le temps, à travers l'écoute, la médiation et la capacité à maintenir l'équilibre entre les générations. C'est un initié. Il parle donc des choses du passé, du présent et de l'avenir, parce que ces trois dimensions-là sont une fusion. Lors des négociations matrimoniales, sa parole accompagne les alliances. Les échanges s'ouvrent parfois par une invocation. L'Emua, que les liens soient solides. Pendant les deuils, il guide les familles dans le dialogue avec les ancêtres et rappelle que la disparition d'un être cher ne rompt jamais totalement le lien. Dans les rites d'initiation, sa voix devient transmission. Une parole dense, souvent imagée. Une parole qui enseigne sans tout dévoiler. Une parole que l'on écoute autant dans les mots que dans les silences. Quand surviennent les conflits liés aux terres, à l'héritage et à la vie familiale, l'Assemblée se tourne encore vers lui. Alors, résonne parfois une autre invitation. Oilindabot, écoutez la famille. Car ici, la recherche de l'harmonie l'emporte sur celle de l'affrontement. Dans bien de villages Fan, la parole des anciens continue d'éclairer les décisions collectives. On ne vient pas seulement chercher une réponse, on vient retrouver une mémoire, une filiation.
une manière d'habiter le monde et hériter des ancêtres. En pays fan, la place du patriarche ne se proclame pas, elle se reconnaît, elle se vit, elle se transmet génération après génération comme une mémoire vivante au cœur des forêts parouines. Autre chose dans ce journal, transition écologique, transformation productive, digitalisation des économies, voilà quelques aspects abordés durant la tenue de 4 jours de colloque tenus à l'université de Yaoundé 2 sous le thème dynamique de la transformation structurelle des économies des Suds, intégration des chaînes de valeur régionales et mondiales, enjeux environnementaux et défis sociaux. Experts, chercheurs, praticiens et décideurs ont procédé à des analyses et débats autour des questions essentielles dans le but de donner une nouvelle dynamique aux économies des pays émergents. Joël Jom 3 et Samuel Ebakissé. Jouant son rôle de catalyseur de la connaissance et de transformation de la société, l'université de Yaoundé 2 SOA a accueilli des chercheurs, experts et décideurs internationaux à l'occasion d'un colloque de 4 jours sous le thème évocateur « Dynamique de la transformation structurelle des économies des Suds », intégration des chaînes de valeur régionales et mondiales, enjeux environnementaux et défis sociaux. Et l'intérêt des 3 journées a été de montrer certaines des dynamiques qui pouvaient permettre de redéployer ou de déployer en fait un certain nombre de plus-values dans l'économie, mais aussi au-delà de l'économie, dans le social et dans l'environnemental. Ce colloque, initié par l'association Tiers-Monde avec pour cadre ce haut lieu des sciences sociales et économiques, est un message fort, car les politiques publiques doivent se nourrir des travaux des chercheurs. Le pont entre la recherche et l'action publique est évidemment fondamental. Il n'y a pas d'action publique pertinente ni performante qui ne soit stimulée par sa connaissance du travail des chercheurs. À l'issue des échanges, débats et analyses, il a été démontré comment la prise en compte des enjeux écologiques, de la transformation et de la digitalisation pouvait dynamiser les économies des pays du Sud. Un nouvel ouvrage arrive en librairie. Le conquérant résilient de l'Anke Bienvenu Djoubissi célèbre la persévérance face à l'adversité. Publié aux éditions Ediclic, ce livre retrace le parcours d'un homme qui affirme avoir connu 17 échecs avant de transformer les obstacles en opportunités. Dédicacé cette semaine à Yaoundé, l'ouvrage délivre un message d'espoir et de confiance en l'avenir. Delphine Francoutene et Constant Kamga. 17 échecs. Pour beaucoup, ce chiffre aurait sonné comme une condamnation. Pour lui, il est devenu une source de motivation. Dans les pages de Le Conquérant Résilient, l'Anke Bienvenu Djoubissi raconte un parcours jalonné d'obstacles, de remise en question et de recommencement. Réussir toujours sans échec n'est pas réussi. Mais il y a beaucoup des aînés qui ont toujours réussi sans échec, qui n'ont pas eu ce genre de parcours. Et j'ai donc décidé de partager cet héritage. L'ouvrage est bien plus qu'une autobiographie. C'est un plaidoyer en faveur de la persévérance, la résilience, la discipline et surtout le patriotisme. À travers son récit, l'auteur partage des leçons tirées de ses nombreuses expériences. Il a lui aussi regardé vers d'autres horizons. L'auteur démontre comment, malgré les difficultés, malgré le fait qu'il n'a pas eu quelqu'un qui lui tient la main, il continue à bénir son beau pays, le Cameroun. Et en bénissant le Cameroun, il trouve des opportunités, il noue des partenariats. Il, aujourd'hui, peut être un homme d'affaires, un entrepreneur aguerri. Le Conquérant Résilient, nous l'avons édité pour pouvoir construire un récit africain. Parce que l'Afrique a besoin d'avoir ses modèles, ses propres repères. Publié aux éditions Ediclic, Le Conquérant Résilient dédicacé ce 3 juin à Yaoundé, devant un public nombreux et varié, se veut également un appel à changer de regard sur l'échec. Car derrière chaque porte qui se ferme peut se cacher une nouvelle possibilité, à condition de garder le cap et de continuer à avancer. L'archidiocèse de Yaoundé a refermé ce samedi, et là nous sommes en religion, à Volier les célébrations de son triple jubilé. Une messe pontificale présidée par le nonce apostolique au Cameroun en présence du représentant personnel du chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale Paulata Gandhi, des membres du gouvernement, du Parlement et d'un impressionnant collège d'évêques et de prêtres. Une célébration marquée également par l'inauguration de la centrale diocésaine Léon XIV. Sons et couleurs dans ce reportage de Joël Jom 3 et Michel Foucault. Des chants, des danses et des couleurs pour célébrer plus d'un siècle d'histoire de l'Église catholique au Cameroun.
Ici, à la basilique Marie-Reine des Apôtres d'Onvolier, berceau de l'église catholique dans l'arrière-pays camerounais, des milliers de fidèles prennent part à la messe de clôture du triple jubilé de l'archidiocèse de Yaoundé, les 125 ans de l'arrivée des pères palotins Onvolier, les 120 ans de la consécration de l'église Saint-Esprit et les 70 ans de l'érection canonique de l'archidiocèse de Yaoundé. La messe pontificale est présidée par Monseigneur José Avelino Betancourt, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Dans l'assistance, le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandi, représentant personnel du président de la République, aux côtés des membres du gouvernement, autorités administratives, parlementaires. C'est vraiment un moment de grâce qui intervient dans un contexte de grande joie spirituelle. La visite apostolique du Saint-Père et puis l'élévation à la dignité de vénérable de Jean Thierry, tout cela veut dire ceci. Dieu est au milieu de nous et il se donne à nous de l'accueillir pour qu'il féconde la vie personnelle, la vie familiale, la vie de la nation. En marge de la messe, le représentant du chef de l'État, le nonce apostolique et l'archevêque de Yaoundé, procède à l'inauguration de la centrale diocésaine baptisée Léon XIV, symbole d'une église tournée vers l'avenir. Après 3 jours de ferveur et de communion, l'archidiocèse de Yaoundé tourne ainsi une nouvelle page de son histoire entre fidélité à son héritage missionnaire et défis du temps présent. Il court désormais en moins de 10 secondes. Emmanuel Essémé a pulvérisé jeudi soir à Rome, en Italie, le record national du 100 mètres avec un chrono de 9 secondes 94 tierces, deuxième d'une finale de Diamond League remportée par le champion olympique Noah Liles. Alain Gislain Kanga. Le Cameroun tient son sprinter le plus rapide de tous les temps. Au Golden Gala Pietromena, l'une des étapes les plus relevées du circuit Diamond League, Emmanuel Essémé a frappé un grand coup. 9 secondes 94. Un chrono qui efface l'ancienne référence nationale et propulse le Camerounais dans une nouvelle dimension. La finale était une exigence absolue. Devant lui, Noah Liles, champion olympique du 100 mètres à Paris, vainqueur en 9 secondes 88. Derrière lui, Letsil Tebogo, champion olympique du 200 mètres, relégué à la 3e place en 9 secondes 95. Entre ces deux monstres du sprint mondial, Essémé s'est imposé comme la référence africaine, lui qui détenait déjà le titre continental depuis ses récents championnats d'Afrique. Ce 9 secondes 94 est le fruit d'une progression méthodique d'un sprinter qui enchaîne les performances de haut volt avec une régularité que peu de ses rivaux africains peuvent lui opposer. À quelques mois des championnats du monde et des grandes échéances de la saison, Emmanuel Essémé envoie un message fort. Désormais, il ne court plus après les meilleurs, il les accompagne. Bravo champion. Et à l'approche d'importantes échéances nationales et internationales, la Fédération camerounaise de basketball a levé le voile sur les grandes orientations pour les mois à venir. Réunis ce vendredi à Douala, dirigeants fédéraux, techniciens et médias ont découvert les nouveaux staffs des sélections nationales, le nouveau logo de la Coupe du Cameroun ainsi que les contours des préparatifs de la 3e fenêtre des éliminatoires africains de la Coupe du Monde FIBA 2027. Une feuille de route ambitieuse qui traduit la volonté de la FECA Basket de consolider les performances du basketball sur la scène, sur toutes les scènes de compétition. Francis Ecolé, Emmanuel Tibu. Le Cameroun connaît désormais les hommes qui conduiront ses sélections nationales lors des prochaines échéances internationales de basketball. Ce vendredi à Douala, la Fédération camerounaise de basketball a officiellement présenté devant la presse sportive les nouveaux staffs techniques de ces différentes sélections nationales, des U17 aux équipes nationales. Nous sommes en parler avec un certain nombre qui ne pourront certainement pas être là en juillet, mais qui seront là en août déjà. Nous osons croire que nous serons les meilleurs. Cette rencontre avec les médias a également été l'occasion de dévoiler le nouveau logo de la Coupe du Cameroun de basketball, présenter le bilan et le réaménagement de son championnat national et de lancer officiellement les préparatifs de la 3e fenêtre des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde de FIBA 2027 prévue au complexe sportif de Japoma. Pour la saison 2027 qui va démarrer à la fin de l'année, l'équipe vainqueur du championnat aura 4 millions et les primes personnelles
va passer de 16 000 à 19 500 francs par membre d'équipe vainqueur de match. À travers cette sortie médiatique, l'Africa Basket entend renforcer la visibilité de ses projets, fédérer l'ensemble des acteurs du basketball camerounais et préparer dans les meilleures conditions ses prochaines échéances continentales et mondiales. Chez nos chers voisins, on s'envole pour le Sénégal, où Abdoulaye Wade, l'ancien président, célèbre ses 100 ans. Et pour l'occasion, la nation sénégalaise, avec en tête le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, lui a rendu hommage le 5 juin dernier. Une opportunité saisie par le scientifique camerounais, ingénieur des technologies de l'information et de la communication, Jacques Bondiao, pour saluer la passion pour le numérique qui a toujours habité Abdoulaye Wade à travers son projet Solidarité numérique lancé au Sénégal en 2003. Junior Ossan. Du jeudi 4 juin au vendredi 5 juin 2026, le Sénégal a rendu un hommage national à l'ancien président Abdoulaye Wade pour ses 100 ans, atteint le 29 mai dernier. Un fort moment pour le scientifique camerounais et ancien manager au siège de Microsoft, Jacques Bondiao. Ma rencontre avec le président Abdoulaye Wade remonte à 2003. Je venais alors de publier mon premier livre Internet, Une chance pour l'Afrique. À l'époque, je dois dire que le sujet suscitait beaucoup de scepticisme. De nombreux responsables étaient circonspects. Mais cet homme, Abdoulaye Wade, a accordé une attention particulière à cette vision portée par le Camerounais Jacques Bondiao à travers son ouvrage intitulé Internet, une chance pour l'Afrique. Le président me demande de l'accompagner au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. C'était en janvier 2004. Happy birthday, Mr. President. Ce souhait d'anniversaire est aussi un appel lancé par le scientifique camerounais Jacques Bondiao au chef d'État africain. Aujourd'hui, la relation entre le Cameroun et le Sénégal peut se renforcer grâce au numérique, selon lui. Il faut reconnaître que le Sénégal a ouvert très tôt certaines voies. Le Cameroun dispose pour sa part d'un potentiel considérable. Rappelons qu'à la demande de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, Jacques Bondiao va donner en 2003 une conférence à Dakar sur le sujet du numérique en Afrique. Et par la suite, il deviendra une sorte d'ambassadeur du projet Solidarité numérique porté par Abdoulaye Wade à l'Union africaine. Et c'est la fin de cette édition. Au nom de la rédaction, merci pour votre attention. Merci de rester fidèle au programme de Canal 2 International. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.